Oyez, oyez, il est ressuscité. Bonne célébration pascale aux uns et aux autres. Le Christ ressuscité, venu. Il est de retour, il apporte la paix, la joie, la victoire. Et nous sommes très très heureux d'être chez vous ce soir, ce lundi de Pâques. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Super bien, bonsoir Brice, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Oh, j'adore cette phrase. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bien votre lundi de Pâques? Oui, c'était très bien. Je me suis bien reposé. Et comme on est dans le mois de carême avec nos frères chrétiens, j'étais chez moi. Mais j'ai assisté à quelques fêtes un peu chez mes voisins et autres. Donc je leur ai souhaité une bonne fête de Pâques, même si je n'ai pas pu partager le moment avec eux. J'aurais voulu partager ce moment avec eux. Vous aurez pu d'ailleurs. Voilà. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Alors je parlais tout à l'heure de la résurrection du Christ, symbole donc de cette fête de Pâques. Moment important pour les chrétiens du monde entier. Oui, effectivement, c'était un moment de recueillement, un moment, je dis, d'extrême questionnement personnel et individuel sur éventuellement la portée de notre foi. C'est un moment important pour l'ensemble des chrétiens parce que, comme vous l'avez dit, ça commémore la mort et la résurrection du Christ, qui est un symbole très fort, ou du moins, je dirais même qu'il est le symbole qui sous-tend même toute la foi chrétienne. Exactement. Et c'était un moment important pour nous. On va dire quoi, c'est le premier jour de l'année aujourd'hui? Pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Oui, on pourrait le dire ainsi. Non, les chrétiens globalement. Les chrétiens globalement, ce n'est pas seulement que les catholiques, même si ce sont les catholiques qui font les 40 jours de jeûne. Exactement. Voilà. Très bien. Même si je ne suis pas chrétien, mais vous cultivez, Daouda, vous cultivez. Justement, on parle de Pâques. À côté de Pâques, il y a Paquinou. Pour certains qui l'ont célébré hors d'Abidjan, notamment nos leaders politiques. Vous avez quelques mouvements? Vous avez eu vent de déplacement de nos acteurs politiques, Élisée? Déjà, on pourrait commencer par les plus significatifs, notamment nos trois leaders. On sait déjà que pour ce qui est du chef de l'État, il n'y a pas eu de calendrier particulier. Je crois que la fête s'est passée sur Abidjan. Concernant le président Henri Konan Bédié, bien évidemment, après le congrès, selon certaines sources, il se serait retiré à Daoukro. On imagine aisément que dans cette période de Pâques, bien évidemment, il est bien installé à Daoukro. Ce n'est pas le lieu de revenir sur Abidjan pour le moment. On a aussi celui du président du PPACI. En tout cas, selon les informations qu'on a reçues de son entourage, il n'aurait pas bougé. Il serait resté effectivement sur place, le célébrer en famille. On a aussi les informations relatives à Blé Goudé, avec qui j'ai échangé, dont le directeur de cabinet que j'ai eu au téléphone. Effectivement, le leader du COGEP a profité de la fête pascale pour sillonner le pays baoulé. Il a été successivement à Dimbokro et puis ensuite à Bokanda, où il a communié avec les populations. Je crois que ça s'engage toujours dans sa foulée de se rapprocher de plus en plus des Ivoiriens, d'aller à la rencontre des populations ivoiriennes. Et le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Konan Bertin, qui a été aussi signalé du côté de Bokanda. Très bien. Et puis à Abli, on en parlait il y a quelques jours, sur le plateau, le ministre Amédée, il a célébré donc la fête de Pâques. Les leaders, les acteurs politiques ont bougé, mais les populations ont surtout bougé. Oui, les populations ont surtout bougé quand on regarde l'affluence qu'il y avait à la gare routière d'Adjamé. Franchement, c'est devenu difficile pour certains de prendre, d'avoir des cars. Certains qui avaient des cars dont le départ était prévu à 8 heures ont vu leur car pratiquement décoller sur 10 heures. Donc, le départ était reprogrammé. Et quand tu regardais sur l'autoroute du Nord, c'était un embouteillage monstre. Ça ne faisait pas du bien d'habiter dans la commune de Yopougon ces 2 jours-là. Déjà que cette commune subit les embouteillages. Ajouter à cela le week-end pascal, c'était vraiment compliqué. Et vraiment, beaucoup de personnes sont déplacées. Oui, ça démontre donc de l'engouement et de la ferveur même que représente cette fête de la Pâques. Mais c'est surtout le moment de pouvoir se rassembler et pouvoir célébrer ensemble. Et c'est un prétexte aussi pour les hommes politiques d'être sur le terrain au contact donc, des populations, de se montrer donc très proche d'eux et de se positionner pour de potentiels, en tout cas pour ceux qui sont candidats, pour de potentielles campagnes à venir. Mais tu sais, au-delà de tout, c'est que les élections locales, c'est pour bientôt. D'aucuns parlent de septembre prochain. Donc, c'est tout à fait normal que ces hommes politiques-là... Il faut dire que même avant la Pâques, il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont chaque fois dans leur région. Mais cette fois-ci, ils y vont pour poser des actes concrets, pour communier avec le public. J'avoue que c'est normal, c'est de bonne guerre. Quand on dit, mais on ne le voit pas ici. Quand il y a les trucs, il y a les fêtes, on ne le voit pas. Mais après la Pâques, on l'a vu au moins. Voilà,
C'est une occasion. Moi, je pense Ça que peut vous c'est compléter ça. Oui, voilà, les populations n'attendent que ça, en fait, de pouvoir être au contact de leur personnalité, en tout cas des cadres de leur localité, et puis de pouvoir leur exprimer aussi les différentes problématiques et qu'eux Auxquelles ils aussi sont puissent confrontés. s'engager, voilà, ils puissent s'engager, en tout cas, à résoudre les problèmes liés donc au développement de leur localité. J'ai envie de dire pour joker un peu votre phrase, qu'ils puissent promettre de faire, parce qu'on promet de s'engager souvent. Non, il y a certains Oui, qui bon. promettent, mais il y a certains qui promettent, mais en même temps, ils tiennent leurs promesses. D'accord. Même s'il y a d'autres qui ne tiennent pas forcément leurs promesses. Non, déjà, il faut retenir que pour les hommes politiques, les rassemblements populaires, là où il y a du monde, c'est toujours un prétexte pour vendre son programme, Son pour, image. voilà, Pour pour vendre vendre son son image, programme. avoir un positionnement, Au-delà de l'image, mais son programme. Parce que c'est vrai, il y a l'image qui est là, mais en plus aussi, il y a le programme qui est là, derrière ce qu'on compte faire pour les populations. Donc, la fête de Pâques est une superbe aubaine, en tout cas pour les hommes politiques, pour se rapprocher du V Baoulé, parce qu'effectivement, c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus d'effervescence et d'engouement pendant cette période-là. Donc, on comprend aisément que certains soient allés dans cette zone-là. Pas forcément qu'on dise que c'est absolument pour ça, mais c'est aussi un prétexte. Ça peut servir aussi de prétexte pour certains, en tout cas pour vendre, comme je le dis, leur programme, pour vendre éventuellement ce qu'ils comptent faire pour les populations. C'est de bonne guerre, moi je Vous trouve que imaginez, c'est Élisée, de très que bonne guerre. pendant une célébration Paquinou, un leader politique apparaisse et dise « Bon, c'est vrai, il y a Paquinou, mais n'oubliez pas que moi, je vais construire quand même dans ces villages. » Pensez que Non, c'est mais, ça? non, mais il peut te dire, par exemple, aujourd'hui, on a fêté Pâques, nous, c'est des bâches. Mais l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on fêtera Pâques dans une enceinte fermée et clôturée. C'est une promesse de campagne qu'il est en train de faire. Voilà, c'est subtilement qu'il est en train de le dire, en fait. Voilà. Mais au-delà de tout ce que vous D'accord. dites, parce que hier, nous avons reçu Je commence à avoir peur de vous, là. Nous avons reçu sur ce plateau un cadre baoulé qui expliquait que dans tous les villages baoulés, qu'on le veuille ou non, il y a... Jeudi plutôt, c'est jeudi qu'on avait reçu un cadre Oui, baoulé. jeudi, pardon. Voilà. Il y a des mutuelles de développement dans chaque village. Et je pense qu'au-delà de l'action politique que nous sommes en train dont nous parlons actuellement, ces cadres baoulés qui sont au niveau d'Abidjan ou même au niveau de la Basse-Côte et autres, quand ils viennent tous au village, c'est le lieu pour eux, en fait, de construire leur village, d'apporter le développement à leur village. Donc, tout n'est pas que ce jour-là que politique, en fait. Oui, mais même s'il y a les hommes politiques viennent, ils y apportent leur soutien financier ou institutionnel, mais n'empêche que les autres cadres apportent quelque chose. Voilà. Non, Je mais dis là, tout n'est pas que politique. Vous parlez même de cadre. Élisée parlait tout à l'heure du déplacement même de Charles Bégoudé, qui n'est pas ressortissant du V Baoulé, mais qui saisit l'occasion pour s'y rendre, pour dire que tout n'est pas politique, mais il y a beaucoup de politique finalement à l'intérieur. Finalement, il y a beaucoup de politique parce que c'est un rassemblement important qui compte en tout cas pour le V Baoulé et même au-delà de cette communauté-là. Donc les politiques en tout cas prennent ce prétexte-là pour se positionner leur image et puis essayer de se vendre pour l'avenir. Ce qui est normal. Voilà. Hein, et puis c'est surtout le moyen pour eux de pouvoir faire preuve de générosité parce que les populations ont envie de fêter dans de bonnes conditions. Donc si le cadre vient donc avec de l'argent à leur donner pour qu'ils puissent fêter aisément, donc pourquoi pas? Non, mais au-delà même de l'argent, il y a aussi le fait que le cadre soit à leur côté. Et ça, je crois que c'est important dans la tête des électeurs aujourd'hui. On n'est plus au stade d'avoir des gens qui viennent juste nous donner des enveloppes. Les gens veulent aujourd'hui avoir à leur côté des personnes qui partagent leur quotidien, qui partagent leur joie, leur souffrance, leur peine. Et je crois que de plus en plus, les leaders politiques, bon, si à côté de ça, on donne un peu d'argent, c'est pas mal aussi. Oui, bah voilà. Voilà, j'ai fait le tour là. Bon, donc on peut le dire. Hein. Après, il y a malheureusement des bobos encore sur les routes. C'est encore l'occasion de rappeler aux uns aux autres qu'il y a un vrai besoin de responsabilité sur les routes. On le dira jamais assez, la route tue. Il faut faire attention, il faut prendre toujours... Enfin, même quand on prend l'ensemble des dispositions, il y a encore des risques. Donc vous imaginez quand ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, on va se servir de ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour rappeler aux uns aux autres, Élisée, eh bien, leur responsabilité sur les routes. C'est ça. En tout cas, on va insister sur cette question, sur cette notion de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous unanimes à le reconnaître. La vie humaine est plus précieuse que tout. Voilà, la vie humaine n'a pas de prix, donc il est important que chacun à son niveau œuvre à préserver cette vie-là et non pas à la détruire. Mais je voudrais peut-être rebondir sur un des aspects que Daoud a évoqué tout à l'heure, sur la question de Paquinou, notamment la question du transport, le trafic, en tout cas routier, pendant la fête de Pâques. Moi, à l'instar de Daouda, j'ai fait un constat durant ce week-end de Pâques-là. J'ai eu l'opportunité de sillonner les communes comme Yopougon et puis un peu à Djamé. Il faut dire que la circulation était devenue infernale. C'est vrai que les jours habituels, ce n'est pas aussi facile, mais particulièrement pour la période de Pâques, ça devient infernal. Simplement parce que les gars sont pris d'assaut par les populations. Et c'est un terreau fertile aussi pour tous les petits délinquants
qui vraiment viennent, en tout cas, attaquer les populations pendant cette période-là. Parce que justement, les conditions dans lesquelles les voyageurs sont, les conditions dans lesquelles, je veux dire, en quelque sorte, les transactions se font et tout ça, et puis les conditions dans lesquelles les gars même sont structurés ne permettent pas vraiment d'assurer suffisamment la sécurité. Ça pose le problème, justement, et ça, je le dis devant toutes les caméras, la gare qu'on nous avait tant promis, la gare internationale, dont la première pierre a été posée depuis 2013, qui, après 8 ans, n'est toujours pas sorti du terre. On se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que cette gare-là était censée venir résoudre ce problème, justement, ce problème d'agglutinement de la population, ce problème d'insécurité notoire. Mais après 7 ans, on se rend compte que c'est toujours pas... Je crois que c'est le lieu quand même de ressortir ce dossier pour qu'on puisse exactement savoir ce qui se passe. Mais tu sais, Élisée, ce dont tu parles, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es arrivé à la gare routière, il y a des gens qui devaient aller dans des zones baoulées, mais tu retrouves une famille, au lieu d'emprunter un car qui va dans sa région, mais il préfère pas prendre un car qui va par exemple à Korogo ou bien à Wangolo-Dougou. Le plus important pour lui, c'est qu'il faut que je quitte la gare routière. Il faut qu'il quitte Abidjan, en fait. Il faut qu'il quitte Abidjan. Au moins, je me retrouve en route. Après, arriver à Boaké, on va se débrouiller pour arriver soit à Diabo, soit à Botro, soit à Sakassou. Mais le plus important, il faut que je quitte Abidjan. Or, on ne devrait même pas en arriver là. Si cette gare routière, comme Élisée le dit, qui nous a été vendue, donc, je pense même que la gare a été construite, c'est sur la route d'Anyama, mais il n'y a pratiquement pas de voitures là-bas. Et aujourd'hui, on s'agglutine tous à Adjamé, à Yopougon, mais finalement, même pour passer, c'est un problème. Il y a des gens qui se font appeler syndicats, qui vont imposer ce qu'on appelle le droit de sol aux voyageurs. Tout ça, je pense qu'on peut éviter tout ça avec cette nouvelle gare-là. Il faut désengorger Adjamé de sorte à ce que la nouvelle gare, qui a reçu un financement, qui a reçu de l'argent, qui a reçu de l'approbation du président de la République, il faut que les gens puissent se déplacer pour être dans cette gare-là, comme ils l'ont fait, bien évidemment, avec les ferrailleurs et autres. À un moment donné, il faut que quelqu'un puisse crever l'abcès. Justement, pardon Isabelle, mais je veux dire, vous évoquez la question de désengorger à Adjamé. Je ne sais pas, sur cette gare-là, il y a des questions à se poser, et comme certains se la posent, vous dire, bon, c'est vrai, vous avez dit désengorger à Adjamé. Moi, j'aurais dit plutôt organiser à Adjamé. Parce que quand vous dites désengorger à Adjamé, et que la prochaine gare, la gare se situe à Anyama, bon, du genre, vous payez, si vous êtes à Port, vous payez 3 000 francs pour vous rendre à Nyama. C'est quasiment le prix de votre trajet pour aller à... Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les gares routières, pour moi, j'ai l'habitude de voyager en car. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais pour ceux qui voyagent en car, vous savez que ce soit UTB, ils ont tous, UTB, Sotraco ou tout ce que vous connaissez, ils ont des gares relais dans les communes. Ok. Voilà. Okay. À Koumassi, il y a une gare relais. À Yopougon, il y a une gare relais. Donc, du coup, quand tu es dans une commune, il suffit que tu payes ton ticket. Si tu as Koumassi, tu vas à la gare de Koumassi, tu prends le car, on ramasse les gens ou pas en même temps. Même si c'est le cas. Même si tu es à Abidjan Sud, en fait. Voilà, même si tu es à Abidjan Sud. Mais je ne comprends pas. Alors, donc, si c'est ce cas, pourquoi les personnes vont s'agglutiner donc à Adjamé si elles ont la possibilité de se rendre dans leur quartier pour éviter ces attroupements comme ça? Parce que, imagine-toi, la gare de UTB Djamé qui est déjà énorme au niveau d'Adjamé, mais ce n'est pas le même dispositif à Koumassi. Donc, si cette gare qui est énorme est remplie, essaie d'imaginer ce qui se passe dans les petites gares, dans les quartiers. Parce que donc, tout le monde vient à Adjamé. Tout le monde vient. Donc, du coup, s'il y a une gare internationale qui est régie, où il y a une sécurité, dis-toi qu'il n'y aura pas un gars qui va venir mettre un bout de bois pour me dire droit de sol avant de passer. Mais c'est surtout qu'il y a des départs à 4 h, enfin, pour pouvoir même avoir des départs à 5 h, 6 h, vous êtes obligé d'être à la gare à 4 h, 4 h 30 pour réserver votre ticket et ça crée le vrai problème. C'est grave, quoi, en fait. Non, mais une nouvelle gare, en tout cas, sera construite. Pour ce que je sais, ça sera donc sur un site de 25 hectares et sa capacité donc va pouvoir prendre 120 véhicules. À l'embarquement et 120 au débarquement. La gare est construite. C'est pour ça que je souris un peu. La gare est construite. Non, elle n'est pas construite. Est-ce qu'elle est construite? Si, moi j'y suis passé. Non, ce dont tu parles, ça c'est la gare, ils ont appelé ça la gare internationale, c'est ça, non? Oui, la gare internationale. Qui est sur la route d'Anyama, là, justement. Ok, d'accord. Et cette gare, elle est là, mais il se trouve, selon les bruits de couloir, les transporteurs même ne veulent même pas y aller. Mais est-ce que la gare est finie? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est parce que les commodités, moi, en tout cas, si c'est le même site dont tu parles, c'est le même site que j'ai vu, ça ne vaut pas 25 hectares, pas du tout, ça ne vaut même pas 25 hectares. Donc, pour moi, peut-être certainement, c'était un site provisoire, parce que la gare en tant que telle que cela a été décrit, comme elle expliquait, déjà 25 hectares, ce n'est pas un petit endroit, déjà pour construire une gare. Mais en plus, les commodités qui ont été évoquées, qui devaient apparaître dans cette gare, ne sont pas dans la gare dont tu parles. Donc pour moi, c'était certainement peut-être un site provisoire. Mais cette gare-là, comme je l'ai dit, elle a été annoncée. Et même, on a même désigné l'opérateur qui devait même travailler sur cette gare. On avait même
indiqué que l'opérateur avait le financement. Mais de 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2023, pratiquement 10 ans, je dirais. Voilà, on n'a pas de suite sur cette gare. On ne sait pas qu'est-ce que cette gare est devenue. Il n'y a eu aucun commentaire. Je pense que c'est le lieu quand même peut-être de sortir ce dossier. Voilà. Et puis dire aux Ivoiriens où nous en sommes. Soit peut-être le projet entre-temps, l'opérateur n'a pas été à la hauteur des cahiers des charges. Et donc on lui a retiré le projet. Mais si tel est le cas, qu'on le dise ouvertement et puis qu'on relance encore une nouvelle appel d'offres. Pour que ceux qui ont la capacité financière, la surface financière nécessaire, qui peuvent pouvoir postuler pour ce projet, puissent postuler. Mais il y a vraiment nécessité. Parce que ça, aujourd'hui, on est en train de minimiser. Mais pour moi, le développement qu'on veut pour notre pays, le développement qu'on veut pour la Côte d'Ivoire, va avec. On ne peut pas se permettre 20 ans, 30 ans, 15 ans après, d'être toujours dans cette même ambiance-là lorsqu'on arrive pendant les fêtes de Pâques, où on est à la merci de tous les petits délinquants, où on a du mal à se déplacer. Je pense que ça va vous parlez de délinquants, mais imaginez-vous, quand vous empruntez le car avant de sortir de la gare, pour juste prendre l'autoroute, mais vous pouvez. Le petit tronçon. Le tronçon, on a même fait souvent. Tu peux faire 2 heures, 3 heures assis dans le car, vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, vous êtes juste collé là. Voilà. C'est pas bon. C'est pour cette raison que justement, je parlais de désengorgement. Parce qu'il y a les commerçants, il y a les transporteurs, tout est mélangé à la gare Renault. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Bon, Isabelle, vous disiez que cette gare-là, elle faisait 35 hectares. Et non, 25 hectares, son coût, c'était quoi? Autour de 47 milliards. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Très bien. Mais comme je le dis, en son temps, l'opérateur avait été indiqué que l'opérateur avait le financement. Qu'on avait déjà trouvé un opérateur privé qui avait le financement. C'était un peu sous la forme des concessions. Ça veut dire qu'on va lui permettre de réaliser la gare et puis il y a la concession sur un certain nombre d'années. Mais bon, jusque-là, la gare n'est pas sortie de terre. Comme je le dis, si entre-temps, on estime peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur des cahiers des charges, ben, juste qu'on donne l'information aux populations et puis qu'on rouvre encore sur ce dossier. 23 millions de pouvoirs publics de s'exprimer voyageurs. sur la question, qu'on puisse être au courant, au fait, en tout cas, de ce qui se passe. Et moi, je pense que la problématique même du réseau routier, ça s'étend au-delà, parce qu'aujourd'hui, on atteint 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'aéroport avec son extension qui doit également être fait. Donc je pense qu'il y a lieu, en tout cas, de regarder l'ensemble même du réseau de transport. Et voilà. J'espère bien. En tout cas, on espère que Pakinou a été comme vous l'avez souhaité, hein, et que tout s'est bien passé, que vous avez eu le temps de voir la famille, que vous avez eu le temps de vous retrouver, parce que c'est un moment de retrouvailles, pour le dire, c'est un moment de commémoration, c'est un moment de célébration et que tout s'est déroulé comme vous souhaitez. Bon, il y a aussi l'après Pakinou. Si vous avez du boulot, franchement, vous revenez à Abidjan. Parce que c'est un phénomène dont on parle comme ça, mais qui existe. Le phénomène de l'exode des nounous, du personnel de maison qui va faire Pakinou et qui ne vient pas. Attends, parce que c'est 5 jours après l'appel. Oui, tonton, j'étais malade, je suis en train de revenir. Oui, il y a tout ça. Il faut qu'on en parle. S'il vous plaît, il faut vous rappeler que vous avez du boulot. C'est ce boulot-là qui vous permet de vous déplacer, de vivre. Voilà, je le dis, voilà. Petit coup de cœur. Allez, on va recevoir pour la suite, dans le cadre du Festica, eh bien, le commissaire général, il sera accompagné de membres de sa team. Eh bien, ce sera M. Sanogo Kono Axel qu'on va recevoir après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec nos invités. M. Sanogo Axel Kono, vous êtes commissaire général adjoint chargé de la communication du Festica. Et à côté, il y a M. Faye Uley. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Bonsoir. On présente le Festica à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est le festival du chocolat d'Abidjan. Oui, allez, en détail, dites-moi. Le festival du chocolat d'Abidjan, c'est-à-dire que nous sommes partis d'un constat général. On s'est dit que, bien évidemment, en Côte d'Ivoire, on entend parler de festival de grillades, de festival de glace. Mais le chocolat, nous sommes tous conscients du fait que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao depuis 1977. Et les Ivoiriens, en général, n'ont pas la culture de la consommation du chocolat. Du coup, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, de par nous, la jeunesse qui représentant plus de 70% du pays, de la population du pays, on s'est dit pourquoi ne pas, de par nous, en tant que président de différentes universités, essayer de mettre en place un certain festival qui va faire la promotion de la consommation locale du chocolat, en particulier du Made in Côte d'Ivoire en général. Très bien. Alors justement, dans tous les dossiers de présentation de festival, le salon, on commence par qui sommes-nous? Justement, qui est le promoteur de ce Festica? D'accord. Déjà, je me nomme, comme vous l'avez dit, M. Faye David Ulrich. Je suis président d'abord du réseau des élites des universités de Côte d'Ivoire,
qui est un réseau qui regroupe en son sein près de 15 universités privées et publiques du Grand Abidjan, notamment Grand Bassam et Abidjan. Et comme mon confrère vient de le dire, nous avons réfléchi et pensé en tant que jeunes que nous devons être en avant pour pouvoir piloter cette notion de consommer local. Parce qu'on se dit, avec cette influence de consommer tout ce qui vient de chez nous, on pourra plus ou moins développer l'économie de notre pays en tant que jeunes. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ce festival? On aura droit à quoi? Déjà, on aura deux axes lors de ce festival. La première partie sera essentiellement basée sur tout ce qui est concours interuniversitaires. Parce qu'on parle d'université, on parle d'étudiants. On va confronter nos étudiants en culture générale en parlant de Choco Quiz. Après quoi, on aura un concours culinaire qu'on a appelé l'étudiant chocolatier. Et ensuite, nous avons un concours traditionnel qu'on a appelé Miss et Mister Chocolat, où 2 étudiants, une fille et un garçon, viendront en tenue traditionnelle des régions productrices de cacao et de café. Et à la suite de cela, ils feront l'éloge de ces différentes régions-là. Et la seconde partie sera consacrée à l'animation autour du café, bien évidemment, du chocolat, avec des concerts, des artistes qu'on aime bien. Et il est important de souligner un panel avec la thématique jeunesse ivoirienne au cœur de la consommation locale. Vous êtes quand même conscient que le chocolat, c'est vrai, ce n'est pas parce que les Ivoiriens refusent de consommer le chocolat, mais c'est parce que souvent, ce n'est pas à la portée de la bouche de la majorité des citoyens. Qu'est-ce que votre festival va concrètement apporter ou permettre pour que ces citoyens ivoiriens aient accès à ce chocolat-là? Effectivement, en marketing ou disons en économie, on nous dit tout simplement l'offre égale à la demande. Donc plus l'offre est élevée, plus l'offre est accessible, la demande sera vraiment élevée. Donc nous nous disons en tant que jeunes, si on favorise la consommation, on consomme plus, je pense que les prix vont diminuer considérablement. Ça aura une influence sur les prix. Moi, je vais sur la même veine, en fait, parce que je vais dans le même sens qu'il disait. Aujourd'hui, vous parlez de consommation, mais aujourd'hui, quand on regarde en Côte d'Ivoire, on a même du mal à transformer notre propre cacao. Exactement. Donc, comment vous voulez inculquer la consommation du chocolat à des gens où le pays même ne transforme pas son propre cacao? Moi, je pense bien que tout part de la consommation, en fait. Dès lors que la consommation n'est pas vraiment importante, je pense bien que ça ne motive pas vraiment les artisans chocolatiers à d'autant plus s'investir et à mieux confectionner en fait le chocolat. Mais grâce à notre festival, si on essaie de faire de la consommation du chocolat un effet de mode et que toute la jeunesse emboîte ce pas dans cette consommation locale à travers le chocolat, mais également le Made in Côte d'Ivoire, je pense bien que tout le monde va se donner. Au-delà de, et vous le dites si bien, au-delà donc de l'intérêt que vous entendez susciter dans plus d'intérêt, mais il y a aussi en votre sein des ingénieurs, des personnes qui travaillent justement à la problématique de mes camarades, c'est comment transformer ce chocolat, comment le rendre plus accessible. Et donc ça aussi, ça va être une occasion de les rencontrer. Ils auront des occasions d'exposition, pourquoi pas. C'est ça. Maintenant, pour ce festival que vous préparez, est-ce qu'il y a des industriels chocolatiers qui vous accompagnent, des partenaires? Oui, bien évidemment. Déjà, il faut noter que nous avons vu l'ambassade de la Belgique qui nous a bien évidemment donné des contacts de tous les différents artisans chocolatiers sur place, en fait, en Côte d'Ivoire. On peut Belge, parler, par exemple, de Semois, effectivement, et de Sako, qui viendront bien évidemment pendant ce festival prendre des stands pour exposer leurs différents produits. Et nous n'avons pas que les artisans belges, mais également les artisans chocolatiers ivoiriens. On a essayé de contacter Palmal qui vont venir exposer leurs différents produits à travers des stands et autres. Toute la chaîne de production du cacao également. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé tout à l'heure en fait, du contenu local qui sera donc animé lors d'un panel, mais la thématique générale en fait, du salon, c'est laquelle? Comme je l'ai dit tantôt, la thématique, c'est jeunesse ivoirienne au cœur de la consommation locale. Et pour enchérir à ce que mon collaborateur vient de dire, l'accent sera mis essentiellement sur les acteurs locaux, les chocolatiers ivoiriens, les contrefacteurs ivoiriens de chocolat. Donc, nous allons les mettre en lumière parce qu'il y a pas mal de marques de chocolat ivoiriens qui sont sur place, mais que nous, les jeunes, nous ne connaissons pas. En quelque sorte, c'est pour faire également leur publicité. On a vu pas mal d'influenceurs qui nous accompagnent sur le projet, qui vont mettre en avant ces artisans-là. Pour dire également en Côte d'Ivoire, on a du très bon chocolat, on a de très bons artisans. Et pour la petite histoire, pour avoir un très bon chocolat, d'après ce qu'on sait, il faut avoir au moins 70% teneur.
lorsque nous allons dans les rayons de supermarché, on constate que ce sont des 5%, Oui, des on en a 3%. suffisamment et tout. moins, oui. Voilà, donc c'est compliqué. Par contre, nos artisans locaux, ils respectent cette règle-là. Par moment, on passe à 85% pour le chocolat noir et tout. Donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes talents quand il s'agit de chocolat. Est-ce Alors, que quels vous sont avez les la... Bon, allez, tous les amis, hein, on va revenir déjà à la date hein, du Festica. C'est pour quand? C'est pour le 28, le vendredi 28 et le samedi 29. C'est sur 2 jours en fait au stade de l'Université. 28, 29 quoi? 29 Avril. avril 2023, bien évidemment. Le 28 avril, ce sera la conférence et la coupure du ruban et autres, la visite des stands Oui. avec de personnalités très importantes que nous attendons. Très bien. Et puis, vu qu'on parle de jeunesse, on s'est dit pourquoi ne pas le samedi essayer de faire une animation artistique, inviter des artistes et puis faire une sorte de concert. Voilà, pour attirer beaucoup plus la jeunesse aussi, parce qu'il faut D'accord. noter que le festival est totalement gratuit Exactement. pour permettre à C'est une tout belle un chacun de initiative. pouvoir Bravo. venir. C'est ça. Puisque lorsqu'on a vu aux différents salons qui sont organisés dans des endroits un peu comme le Sofitel et autres, on a remarqué que c'est plutôt une frange de la population qui est concernée. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas accès à ces zones-là. Donc nous avons fait le festival gratuit au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour permettre à tout le monde de s'imprégner de la situation. Vous êtes jeune, vous avez une initiative qui s'appelle le Festica. En tout cas, nous, on a souhaité vous offrir cette lucarne-là pour que vous puissiez en parler, pour que vous puissiez aussi inviter des partenaires à vous accompagner. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours très facile d'organiser. Il y a des coûts, il faut payer le stade, les stands, les artistes et beaucoup d'autres frais. Mais donc, en tout cas, on espère qu'à travers ce passage-là, des personnes auront été sensibles à cette initiative-là. Il y a les ministères, donc le ministère de la Jeunesse, il y a le ministère donc, Même de de la commerce, jeunesse, mais de l'agriculture, aussi du de développement l'art. rural. l'ensemble des personnes concernées hein, ça. par, Les acteurs, en tout cas. par votre domaine-là devraient être sensibles à cette initiative et on prie, on espère, on est même sûr que vous aurez l'accompagnement qu'il faut pour que ce festival-là devienne, pourquoi pas, l'un des plus importants de notre pays. Isabelle, vous voulez Oui, Après cette belle alors, conclusion, j'ai- Isabelle veut dire quelque chose. Oui, non, j'ai juste une petite question. Question. Quelles sont les innovations qu'on va avoir? Parce qu'on parle souvent du chocolat et de ses dérivés. Juste pour nous donner un peu l'eau à la bouche, savoir ce qu'on pourrait éventuellement découvrir. Voilà. Déjà, il est important en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en plus de tout ce qui est festif autour du festival, on aura un mémoire à présenter à nos différents ministères. Je tiens à remercier notre ministre, M. Adama Diawara, qui décide de nous accompagner en nous offrant le stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et le Conseil Café Cacao, le ministre Adjoumani, à travers son ministère. Donc, nous allons leur présenter un mémoire, une étude que nous allons faire. Bon, disons que nous avons déjà commencé sur les différentes problématiques. Pourquoi les jeunes étudiants ne consomment pas ce qui vient de chez eux? Quels sont les différents axes pour lesquels les étudiants optent pour les artisans qui viennent d'ailleurs? Pourquoi ils ne valorisent pas ce qui vient de chez eux? Donc, on va faire une étude avec un documentaire à l'appui. Après le lundi de Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, on sera sous Bré pour avoir les avis des planteurs, des producteurs et tout, parce qu'ils sont conviés également au festival. C'est ça. Et il faut ajouter que nous sommes aidés dans cette optique et dans cet élan par le docteur Jules Kwasi, nutritionniste, qui nous accompagne vraiment dans la réalisation de ce mémoire. Donc c'est pour lui réitérer également nos sincères remerciements. Pour Avec tout ce qu'il dégustation gratuite à l'appui aussi. fait. Oui. Bon, alors je suis sûr déjà que je vais annuler le truc du stade parce qu'ils ont déjà obtenu le stade, ils ont déjà eu le soutien, donc on va avoir d'autres initiatives. Le festival donc, du chocolat d'Abidjan, le Festica, se tiendra du 28 au 29 avril 2023. Merci Eliane. Vous y êtes tous invités, on y sera pour vous soutenir parce qu'on trouve l'initiative est très très belle. Merci beaucoup messieurs. Nous on va au JT et on se retrouve juste derrière pour la suite du Grand Talk. À tout de suite. Nous sommes de retour après le JT. Prochain escale JT, je le rappelle, c'est 12h45 en compagnie pour la suite de M. Zia Dagrou Daniel. Vous êtes professeur d'histoire et de géographie, vous êtes promoteur de l'école by Mr. Zia. Je prononce bien ou M. Zia? Comment je dis? C'est ça, l'école by Mr. Zia. Mr. Zia. Alors on présente l'école, c'est une structure éducative. Oui. Est-ce qu'on en parle un tout petit peu à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que c'est concrètement? L'école by Mr. Zia, c'est une pensée, c'est un changement de mentalité. L'objectif de cette structure, c'est d'amener les élèves à prendre conscience et à être plus objectifs dans leur projet d'études et dans leur projet d'avenir. Ici, on a créé cette structure pour encadrer les élèves, pour les motiver à prendre le travail
au sérieux. Alors, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous êtes professeur tout court. On va revenir au diagnostic. Vous avez des élèves. Oui. Quel est le constat que vous faites, que vous établissez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les élèves ne sont plus motivés? Est-ce qu'à l'école, c'est plus leur credo? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous constatez? D'abord, l'idée est venue d'un constat général. En tant qu'enseignant, on voit que l'élève n'a plus le goût aux études. L'élève s'adonne plus à tout ce qui rime avec la médiocrité. Et donc, ici, on a mis en place cette structure pour suivre l'élève. Voilà, on a mis en place cette structure pour accompagner l'élève en se basant sur ce que l'établissement lui donne et aussi ce que le parent lui donne. C'est un canal pour canaliser cette génération qui est la future génération de notre pays. Donc concrètement, quand vous parlez de la méthode Mister Zia, Qu'est-ce que c'est concrètement? comment ça fonctionne? Je pense qu'en tant que professeur, expliquez-nous de façon pédagogique comment est-ce que ça marche. D'abord, on se base sur plusieurs aspects de leur vie. Mais nous, notre programme ici, on élabore des documentaires, on élabore tout un ensemble de programmes autour de la motivation. On apporte de la motivation aux élèves parce que dans la vie, s'il n'y a pas de motivation, on ne peut rien faire. Donc, on essaie d'apporter la motivation parce qu'il y a des élèves aujourd'hui qui sont démotivés carrément. Quelle que soit la note qu'il reçoit de l'enseignant, ça ne lui dit absolument rien. Donc, on essaie de ramener l'envie à l'élève de croire en ses projets, de lui dire « vas-y, tu peux, il faut croire en ce que tu veux, rien n'est impossible, croire en tes rêves ». Et on essaie de l'accompagner à travers un programme qu'on a établi pour que l'élève se sente à l'aise dans les études, l'élève soit celui-là qui va canaliser ses camarades. Alors, pardon, ici, je reviendrai à vous tout à l'heure à la suite de Daouda. Qui porte le projet de cette école? Vous avez dit nous, il y a vous qu'on voit. Est-ce que vous êtes un ensemble d'enseignants? Il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, bon, je ne sais pas. Dites-moi, qui constitue votre structure? La structure est constituée de moi, d'autres enseignants et des parents d'élèves qui ont décidé de nous accompagner sur le projet. Parce qu'à la base, ce projet-là, il n'a pas été conçu comme ça. C'est progressivement, on a eu ces idées parce que plusieurs parents, à chaque fois qu'ils venaient dans les établissements, confiaient leurs enfants à leurs encadreurs. Mon enfant a tel problème, j'aimerais que vous le suiviez comme votre enfant. Et donc, l'idée m'est venue et j'ai fait une première manifestation où j'ai invité les enfants, des enfants qu'on m'avait donné personnellement, qui étaient des protégés. Et donc, à travers un programme que j'ai établi, ces enfants-là étaient impactés. Et j'ai décidé de grandir, de faire encore plus grand que ce qu'on avait organisé. Et à chaque fois, les enfants étaient touchés et revenaient avec une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle manière de comprendre les choses. Ils étaient même dans une posture de ne plus jamais reprendre les erreurs de leur passé. Maintenant, après tout ça, quels sont les résultats que vous avez eus? Les résultats, on voit un changement positif dans la vie de tous ces enfants qui ont pu être avec nous depuis le début. On n'a pas encore duré, mais le peu qu'on a eu à faire déjà, ça a impacté positivement ces élèves. Moi, j'aimerais savoir quel est le contenu en fait, de vos cours. De vos modules? Voilà, de vos modules. Ici, on se base sur des motivations, d'abord d'une manière générale, les motivations que des personnalités ont eu à faire partager. Par exemple, on a vu le Premier ministre qui a parlé de son parcours, où il disait qu'il était dernier de classe. Et cet exemple-là, par exemple... Au CP1, précisément. Au CP1. Oui, oui. À Au Djamé. CP1. Et donc, on a pris cet exemple, on a retravaillé ça en faisant un documentaire pour montrer aux élèves que cette personnalité de notre pays aujourd'hui a été dans son parcours dernier. Aujourd'hui, tu es à la queue de ta classe, mais tu peux être chef demain. Donc, il faut prendre ton avenir au sérieux et mettre assez d'ordre dans ta vie. Et éviter tout ce qui
n'est pas correcte, comme la drogue, l'alcool et tout ce qui va dans le contexte de la délinquance juvénile. En fait, c'est une classe de sensibilisation, si je comprends bien. Sensibilisation, oui, coaching, c'est ça? Sensibilisation, coaching. Ok. C'est ça. Élisée? Bon, ok. Moi, j'ai compris tout ce qu'a dit M. Zia, mais je voudrais en fait percevoir, jusque-là, je n'arrive pas trop à percevoir la spécificité de votre programme. Parce que ce que vous dites, moi, je ne suis pas membre de votre association, mais moi, j'écume les lycées, même les universités, où je motive de jeunes gens, où je leur parle avec des exemples à l'appui, avec des témoignages d'autres personnes, comme vous l'avez fait avec, par exemple, celui du Premier ministre. Est-ce qu'on peut dire que moi, je suis dans la méthode l'école Mr Zia? C'est quoi votre spécificité, en fait? Comparé à moi, par exemple, qui aussi fait ses motivations auprès des élèves. Ici, c'est de la motivation, c'est du coaching, c'est un encadrement. Parce qu'aujourd'hui, le parent qui va au travail est soucieux de comment son enfant va réagir à l'école. Parce qu'il y a des enfants qui ont des mauvaises réactions à l'école et de très bonnes réactions à la maison. Et donc, nous, on essaie tant bien que mal de suivre l'enfant grâce à l'appui du parent et à l'appui de l'école. On essaie de coordonner, de faire une continuité entre la maison et le parent pour que l'enfant soit réellement encadré, non seulement à la maison, mais aussi à l'école. Mais ce que vous dites là, vous êtes combien en fait à le faire dans la mesure où, je vous prends un exemple simple, une classe peut être constituée peut-être de 50 élèves. Comment vous arrivez à vous rassurer que chacun de ces 50 élèves, son background, maison, école, vous puissiez vous procurer ça et puis le suivre comme il se doit? Comment vous le faites? Actuellement, nous n'avons pas encore le nombre d'élèves qui sont avec nous continue de s'accroître et progressivement, on essaie d'établir une base de données de tous ces enfants qui sont avec nous. Nous avons un lien avec leurs parents et c'est le lien, en fonction du lien qu'on a avec le parent essaie de dire ce que l'enfant, le comportement de l'enfant à la maison, comment le cadre dans lequel il vit. Et nous, on essaie d'étudier ça et on essaie aussi de travailler avec l'établissement de l'enfant pour voir aussi, est-ce que d'abord, au niveau de l'attitude de l'enfant, l'attitude à la maison est pareille à l'attitude de l'école? Est-ce que l'enfant, dans ses résultats de la maison, est pareil, les résultats plutôt de la maison sont pareils aux résultats de l'école? C'est-à-dire, on essaie de comparer certaines choses et de suivre l'enfant afin qu'il reste tout droit sur une droite ligne. Je comprends ce que vous dites, mais c'est là que la question qu'a posée Brice devient très intéressante et je la repose. Oui. Le nous dont vous parlez, c'est constitué de qui et de combien de personnes? Actuellement, le noyau n'est pas aussi vaste. On essaie de demander le soutien de tous les Ivoiriens parce que nous jugeons que c'est un projet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une structure qui est renfermée sur elle-même, mais c'est des jeunes comme moi qui veulent apporter leur contribution à l'évolution de cette jeunesse-là. Et donc, on n'est pas figé sur un certain nombre de personnes, mais on veut que tous les Ivoiriens qui se sentent dans ce projet-là viennent nous soutenir pour agrandir cette vision, afin de changer en bien la mentalité des élèves de Côte d'Ivoire. Mais actuellement, vous êtes combien? Vous êtes au nombre de combien actuellement? Actuellement, nous sommes une vingtaine de personnes. D'accord. Alors, les téléspectateurs nous regardent, on va terminer là-dessus. Les téléspectateurs nous regardent, vous les avez certainement convaincus. Ils ont envie que leurs enfants participent à cette méthode by Mr Zia. Comment ils font? Pour participer à l'école by Mr Zia, on peut nous contacter via la page Facebook, qui est l'école by Mr Zia. Et il y a aussi des contacts. Allez-y, allez-y. Voilà. D'abord, il y a le contact 07 06 73 56 12. Et sur ce contact, lorsqu'ils vont appeler, ils auront encore plus d'informations. Très, très bien. Vous avez le soutien, la certification, l'aval du ministère de l'Éducation nationale pour vous nous sommes actuellement en train de travailler dessus. Pour tout légaliser, pour que ça soit quelque chose de très correct. Très, très bien. En tout cas, nous, ça a été un vrai bonheur parce qu'on a compris que derrière cette initiative-là, il y a l'envie de donner aux élèves de Côte d'Ivoire la motivation concernant donc la chose d'éducation, de l'instruction. Et vous êtes
Vous êtes des enseignants, des encadreurs, donc vous essayez donc de leur apporter donc cette motivation. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en compagnie sur notre plateau. Merci. Alors les amis, on va pour la suite. Je crois que vous rejoignez à Amos, mais il n'y a pas de problème, monsieur Isia. Merci beaucoup. Merci. Nous allons aborder un autre point avec vous avant de terminer ce rendez-vous. C'est la question du communiqué de la RTCI. Monsieur Daouda, on en avait débattu il y a quelques jours. Eh bien, la RTCI a réagi. Oui, la RTCI a réagi et a expliqué en gros qu'elle est restée dans la droite ligne de la réglementation. Elle n'a pas demandé aux opérateurs d'augmenter. En fait, les opérateurs et la RTCI se rejettent la balle. Puisque les opérateurs disent que c'est sous injonction de la RTCI qu'eux, ils ont décidé de mener cette nouvelle réforme. La RTCI dit non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avons juste dit de rester dans la réglementation. Maintenant, il est libre à chaque opérateur de faire les prix qu'il veut selon la concurrence, puisque nous sommes dans un espace libéral. Donc, en gros, voici là où... Alors, j'aime toujours la caricature. Alors, le ministère dit, bon, allez, le pain, tout le monde doit le vendre à 150. Et puis, les boulangers disent, bon, nous, c'est réunis, on va faire des pains à 100 francs, des pains à 150, des pains aussi à 75. Donc, finalement, c'est un peu comme ça. Élisée, oui, c'est un jeu de ping-pong. Ben, je ne pense pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait caricaturé. Voilà, ok, d'accord. Je reconnais que non. Caricaturer un peu de cette manière. Je crois que ce que Daoud a dit est un peu ça. C'est parce que les informations qui nous sont parvenues de certains opérateurs de téléphonie mobile et qui justifiaient leur décision par le fait qu'il y a un arrêté du régulateur qui les contraignait à agir ainsi, qui les contraignait à agir ainsi. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix. Mais à écouter, comme Daoud a si bien expliqué, à lire le communiqué de l'ARTCI, on se rend compte tout de suite que l'ARTCI ne se reconnaît pas éventuellement dans cette prise de décision-là. Je veux juste retenir 3 points que l'ARTCI a évoqués. Elle a dit les principales mesures de la décision qu'elle a prise au mois de janvier sont à l'avantage des consommateurs. Et ces mesures-là sont les suivantes. Le relèvement du niveau des bonus de 100 à 200%, la baisse du prix minimum de la data mobile de 20%, le faisant donc passer de 1 franc CFA, la mégaoctet à 0,8 francs CFA. Et le maintien par les opérateurs de la conservation des avantages acquis par le consommateur en dehors de la durée de validité des souscriptions. Donc, la RTCI dit que les mesures qu'elle a prises, la décision qu'elle a prise la fois dernière, voici les implications en réalité de la mesure. Donc, on est en droit de se poser des questions. Parce que ça, c'est complètement diamétralement opposé à ce qui est mis en œuvre par les opérateurs de mobile. Donc, pourquoi vous dites le prix plancher de 0,8, il est respecté pourtant? Non, le prix plancher de 0,8 n'est pas du tout respecté, justement, parce que dans les échanges qu'on a eu, les opérateurs, ils ont dit, au regard des mesures prises par le gouvernement à travers cette décision-là, ils ne pouvaient plus se permettre de faire le mégaoctet à 0,8 francs, mais plutôt à 1 franc. Que c'est à 1 franc qu'ils pouvaient continuer à faire leurs investissements et à rentrer dans leur fonds. Donc, c'est ce qui avait... Non, quand les retours que nous on a eu avec les opérateurs, c'est ce qui a dit, c'est pas à 0,8 francs. Hein. Ils sont aujourd'hui à 1 franc le mégaoctet, en fait. C'est ça, aujourd'hui. Or, l'opérateur dit quitter les 1 franc pour venir à 0,8 francs mégaoctet hors taxe. Ça aussi, c'est important. Voilà. Mais ils disent qu'eux, ils sont respectueux. Donc, je veux dire, Isabelle avait, je pense, la dernière fois défini. Bon, pas vous si vous le dites. Mais sinon... je pense que ce qui serait, comme vous-même vous l'avez si bien indiqué le jeudi dernier quand on échangeait sur la question, ce serait certainement d'avoir vraiment aussi bien le régulateur et puis que les opérateurs de mobile, voilà, pour que vraiment on puisse comprendre. Parce que les Ivoiriens ont besoin vraiment de savoir ce qu'il en est en réalité. On a besoin de savoir ce qui se passe parce que c'est nous qui sommes consommateurs, les premiers consommateurs en fait. Donc à un moment donné, il faudrait que l'RTCI et l'ensemble en fait des opérateurs puissent se mettre ensemble et puis nous dire concrètement... Un communiqué conjoint qui va nous clarifier les choses. Exactement, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Parce que finalement, qui paye les frais? Mais la vraie question, c'est aujourd'hui, allons-y dans le schéma, le régulateur émet un communiqué. À un moment donné, on peut estimer que les opérateurs en font un tout petit peu à leur tête en fixant des tarifs qui peuvent ne pas convenir aux consommateurs. Vu que le régulateur, c'est son rôle aussi de défendre les consommateurs, est-ce qu'il peut
Est-ce qu'il peut prendre une nouvelle décision pour dire attention, ce que vous êtes en train de prendre comme décision là, ça n'arrange pas les opérateurs et ce n'était pas forcément l'idée première lorsque nous mettions en place cette loi en janvier. Non, je pense que l'opérateur, il est, comme son nom le dit, non, le régulateur, comme son nom le dit, c'est lui qui est là pour réguler. Donc, à un moment il prend une donné, décision, il a l'impression que c'est un tout petit peu... Voilà, parce qu'ils ont pris une décision. Finalement, les opérateurs, se sentant plus ou moins en difficulté, décident de dire, bon, OK, chers consommateurs, désormais, les datas, c'est le même prix, mais sauf que désormais, on va les baisser, mais les bonus, vous allez les garder, mais il y aura plus de bonus comme avant. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, les gens sont un peu à cran, parce que tous ceux qui avaient avec 500 francs, 1 giga, 2 gigas, ils ne l'ont plus. Donc, quand tu regardes, c'est un truc de l'absurde, hein, donc finalement, ils prennent cette décision-là. Tout le monde est en train de taper du poing. Non, c'est la RTCI qui a fait ça, c'est la RTCI. Et la RTCI fait un peu Ponce Pilate en même temps en disant nous on s'en lave les mains. C'est pas nous. Mais parce que c'est la seule institution qui a communiqué jusqu'à présent. C'est d'elle qu'émane en fait le communiqué. C'est son nom qui apparaît dans le Conseil des ministres. Donc on est en droit en fait de se poser la question de savoir finalement à qui non, qui le prend la problème c'est décision. que déjà quand la mesure entre en vigueur depuis le jeudi, ce qui s'est passé, c'est que les 3 opérateurs, chacun a fait un communiqué pour dire, je paraphrase, bon, selon les instructions et l'injonction de l'ARTCI, nous avons décidé de ce qui suit. Donc, qu'on appelle ça, tous les Ivoiriens ont commencé à se plaindre un peu partout sur les réseaux sociaux. Finalement, on appelle ça aujourd'hui, le vendredi, la RTCI dit, bon, voici la mesure que nous avons prise, voici ses implications. Donc, on se rend compte que chacun se jette la balle. Comme tu l'as dit, je pense, Brice, le jeudi, tu en appelais à la RTCI. Moi, je pense que la RTCI doit venir sur ce plateau pour expliquer à nous et aux Ivoiriens voici les implications de cette loi, pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est surtout, voici la loi que nous avons prise, voici ses implications. Et si jamais, et comme les gens le pensent, il y a une forme de déviation de ce projet à l'origine, qu'est-ce qu'on fait pour les ramener à l'ordre? Parce qu'à un moment donné, c'est pas du genre, on a sorti un truc, les gens font ce qu'ils veulent, et puis nous, on regarde, c'est pas notre faute, c'est eux qui sont en train de le faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de libre concurrence dans la mesure où les 3 grands opérateurs de téléphonie mobile, ils se sont accordés. C'est ça. Donc tout le monde est fâché. C'est ça. Or, il doit avoir ce qu'on appelle la concurrence libre en fait. Il faut que chacun puisse faire son prix comme il le sent. Mais aujourd'hui, ils se sont accordés. Quand tu lis le communiqué des 3 opérateurs, c'est pratiquement mot pour mot les mêmes choses. Oui, parce qu'ils disent, hein, en même temps aussi, il ne faut pas juste jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils disent également qu'eux, ils ont reçu de la RTCI les mêmes consignes, donc ils appliquent. Parce qu'eux, dans leur fonctionnement, ils appliquent, il ne faut pas le rappeler, Brice, ils appliquent ce que la RTCI leur a demandé. Ce qu'on ne dit pas, les bonus, les promotions, ce que Isabelle qualifiait, j'ai dit, de promotion sauvage. Mais c'est tellement grave, à la mesure où on te dit, tu payes 1 giga à 500, tu as 300% de bonus, tu as 400% de bonus. Mais les gens sont tellement habitués aujourd'hui à ça, ils ne sont pas prêts à lâcher. Ils ne sont pas prêts à lâcher. C'est en ça en fait, que l'RTCI a plafonné en fait, les bonus à 200%. Parce qu'il te donne le bonus, de 400, 500%, mais tu n'as même pas le temps de consommer ces bonus. Et quand ça arrive, tac, on te les récupère. La RTCI dit non. Si les gens l'ont déjà acheté, c'est un acquis pour eux. C'est un acquis. Mais aujourd'hui, ils enlèvent cet acquis. Mais là où je trouve qu'il y a un peu de superflu dans le communiqué de l'ARTCI, c'est le 2e communiqué qu'on voit de l'ARTCI. En son temps, c'est eux qui nous avaient dit que, comment on appelle ça, le bonus était acquis. Aujourd'hui, on parle de 30 jours. Donc finalement, il y a des complications. Mais Daouda, c'est surtout de la compréhension, parce que je ne pense pas que le communiqué, le 2e, vienne dédier le premier. Un peu quand même. Non, ils disent... Logiquement, le second communiqué doit venir clarifier davantage le premier, pas contredire. Au départ, ils disaient que c'est un acquis. Mais c'est toujours un acquis ou pas? Mais maintenant, on parle de 30 jours. Mais oui, vous avez un acquis pendant 30 jours. Ah, d'accord. Non, mais on y va chacun en fait de son interprétation, mais je pense que le mieux serait que l'ARTCI puisse venir en fait sur ce plateau pour nous expliquer concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit, ce qu'il en ressort. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on dise depuis juin. Parce que Brice est en train de défendre l'ARTCI. Je ne travaille pas à l'ARTCI. D'ailleurs, il faut enlever l'ARTCI. Personne de nous, pour préciser. Non, je crois qu'ils ont dit que tu travaillais pour un opérateur. Pour les opérateurs de téléphonie mobile. Pour un opérateur. Oui, c'est vrai, parce qu'en même temps, c'était le cas. Mais bon, personne ne travaille. Nous tous, nous avons besoin de
data, ou moi qui vous parle en ce moment ici, là, si j'ai des data, je ne vais pas dire non. Mais hier, je ne sais pas, pour le jeudi, qui te rappelle, je te disais que moi, désormais, je ne charge plus. C'est vrai que ça va dans tous les sens, mais j'avoue que les bonus, moi-même, j'en ai besoin. Mais si ça ne vient pas, bon, on prend avec. La loi est la loi. Elle est dure souvent, mais c'est la loi. Duralex. C'est de l'ex. Non, mais après, il y a des étudiants qui ont besoin de... qui utilisent ces datas-là pour pouvoir les cours en ligne, donc, pour le virtuel. Donc, je crois que tous devrions être de concert pour faciliter la vie aux gens. Parce que vraiment, avec tout ce qu'on a comme soucis, mais eux aussi, hein, ils estiment, les opérateurs, qu'ils ont des soucis parce que eux, tout a augmenté avec la crise qui frappe tout le monde, tous les secteurs. Eux également ont besoin d'ajuster un tout petit peu les Mais c'est là où moi je trouve que les opérateurs font un peu, en griffe, dans un peu d'hypocrisie, parce que ces opérateurs, vraiment, je ne les ai jamais vus déficitaires. Ils sont toujours en excédent. Depuis qu'ils sont là. Non, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aussi déficitaires qu'ils ne pètent rien. Je n'ai pas dit. Tu peux être un excédent aujourd'hui, tu peux être un excédent de 10%. Permettez, parce que je veux dire, tout le temps, tu fais des bénéfices chaque année, mais pour juste une règle qu'on te demande de respecter, aujourd'hui, tu ne vas pas venir couper, enlever le biberon dans la bouche de l'enfant. Daouda, c'est très populiste. C'est très populiste. Quand vous présentez... fait de façon... Quand vous présentez la situation comme ça, c'est un peu populiste quand même, je trouve. Bon, vous avez des bénéfices. Au lieu, on dit non, vous enlevez. Non, Daouda, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes qui travaillent, c'est une entreprise, elle est citoyenne, il y a des contrôles. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'entreprise fait 50 milliards chaque année et à un moment donné, elle n'investit pas. Non, enfin, on ne peut pas. C'est un raccourci, Daouda. Non, mais quand tu fais si tu le dis, mais... Je comprends votre plaidoyer, mais bon. Même quand on fait un bénéfice, d'une année à une autre, l'objectif d'une entreprise, c'est d'améliorer sa marge. C'est-à-dire que si tu as fait un bénéfice au lieu de 10%, ton objectif demain, c'est d'aller à 15, à 20. Donc, si tu as fait un bénéfice de 10% et que demain, les contraintes, je dirais, environnementaux et disons, que le législateur a mis en place te font revenir à 8%, c'est dans ton droit de poser quand même des préoccupations. Et je pense que c'est cela que les opérateurs aussi disent 100 ans. Même l'État de Côte d'Ivoire, quand on passe d'une croissance de 8% ou de 8,7% et qu'on se retrouve aujourd'hui à 7%, bon, là, on le met sur la contrainte, par exemple, de la crise sanitaire. Mais si ce n'est pas la crise sanitaire, on se dit non, il y a quelque chose à faire. Parce qu'on ne peut pas être à 8 et se revenir à 6. Non, tout ça, c'est important, en fait. Au-delà de tout ça, je pense que chacun peut faire des concessions. Il ne faut pas enlever le pain de la bouche des Ivoiriens. Parce que c'est très compliqué en ce moment. On a compris une chose, c'est qu'il ne faudra pas vous habituer à des choses, vous. Parce que vous êtes habitué à quelque chose et après on dit, bon, allez, pendant 2 ans, on vous a donné quelque chose. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans les capacités de vous donner, vous vous en plaignez. Je me suis même inquiété à un moment donné pour la question de la sécurité. Est-ce que ce n'est pas légitime pour les Ivoiriens? Mais Daouda, c'est légitime. Ces sociétés dont vous parlez là, ces sociétés-là sont des sociétés de Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens en même temps. Non, n'empêche. Je veux dire, les bénéfices qu'ils font, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les RSE. Il y a de la responsabilité sociétale. Et vous pensez qu'ils ne le font pas? Ils le font? Non. Permettez, parce que je veux dire, ce n'est pas en coupant ces bonus, ce n'est pas en diminuant les datas qu'on va faire le le plus grand max de chiffres. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que l'AETCI prenne ses responsabilités pour dire non, on a pris ces mesures, mais voici comment vous devez vous tenir sous peine de sanctions. Ça aussi, c'est important. Voilà. Moi, c'est mon point sur la question. On a compris que votre plaidoyer... On a été très heureux d'être en votre compagnie. Bon, on espère que vous aurez les datas, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le mot de l'actualité. Quelqu'un ne vous appelle pas, dit mon cher, depuis qu'on a pris les datas, nous tous, on en souffre. Et nous tous, on est d'accord pour dire, si on peut obtenir plus de datas, oyez. Merci à tous les trois. Merci à vous, téléspectateurs. Merci pour vos différentes contributions. Nous, on vous donne rendez-vous demain mardi pour un autre numéro du Grand Talk. Encore bon lundi de Pâques. Et puis, bonne nouvelle année à tous les chrétiens. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et nos cœurs. À bientôt.